Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir ce soir. Je vous remercie de vous être libérés pour assister à ce dévoilement de notre Atlas de la biodiversité communale. Je salue les agents qui sont présents et notamment donc Monsieur Romer que nous avons entendu il y a quelques minutes, qui est en charge de notre patrimoine arboré. C'est lui qui est à l'initiative aussi de la mise en place de cette ABC. Donc je salue Monsieur Caron, qui est à l'écran en même temps que moi et qui appartient au cabinet écologique, qui est un cabinet d'études qui nous a accompagnés sur la rédaction de cet ABC. Je remercie les services, il y a un certain nombre d'agents qui sont connectés, je remercie les services communication et informatique qui permettent la bonne tenue de cette conférence, de ce webinaire. C'est assez nouveau pour nous de fonctionner comme ça, mais c'était fort intéressant de s'inscrire sur cette nouvelle façon de fonctionner. Donc, cette conférence ce soir s'inscrit dans le cadre de la Fête de la Nature qui a lieu pendant 5 jours à Plaisir. Si vous êtes sortis aujourd'hui, comme vous en aviez le droit, vous avez peut-être noté un certain nombre de choses affichées sur les écoles, de très belles photos, ainsi qu'au parc de l'Hôtel de Ville. Et j'imagine que vous avez vu l'intégralité du programme qui vous est présenté pendant 5 jours, qui permettra beaucoup d'échanges. Depuis de nombreuses années, la gestion des espaces verts à Plaisir a évolué et se veut réellement respectueuse de l'environnement. En fait, le territoire de Plaisir est composé à 54% d'espaces verts et forestiers, et il apparaissait donc utile de procéder à un diagnostic qui nous permette d'affiner encore plus la gestion de ces espaces. Car aujourd'hui, il est essentiel de s'inscrire dans la préservation de la biodiversité. Donc, il était évident pour nous qu'il fallait progresser et voir dans quelle mesure la réalisation de cette ABC va nous permettre de mettre en place une gestion différenciée et de progresser encore dans l'utilisation et les méthodes mises en place dans la gestion des espaces verts. Donc, aujourd'hui, nous venons vers vous, vers la population, vers le Plaisirois, pour sensibiliser. Il y a une réelle démarche pédagogique qui est nécessaire pour une prise de conscience générale et pour expliquer aussi un certain nombre d'actions qui sont mises en place dans la ville, que ce soit des herbes hautes ou que ce soit un décalage dans la saison de certaines tailles. Donc, tout a son intérêt et répond à un enjeu aujourd'hui en place. À l'issue de la présentation, vous aurez l'opportunité de poser des questions. Je vous demanderai d'utiliser le chat, donc la discussion écrite, pour poser ces questions. D'ici quelques minutes, M. Caron va couper tous les micros, si ce n'est déjà le cas. Et ça permettra donc de répondre à quelques-unes de vos interrogations. Et puis, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir ces éléments. Je vous souhaite une bonne présentation. Monsieur Caron, vous avez la parole. Vous avez la main. Et vous avez coupé votre micro. Excusez-moi. Donc, je disais merci Madame Morin. Belle introduction. Moi, je vais aller un petit peu plus loin que l'ABC pour justement parler aussi du plan de gestion différencié qui est en cours de réalisation. Alors, je me présente rapidement ainsi que la structure. Je suis Emmanuel Caron, le gérant du bureau d'études écologiques qui se trouve à Lille. Et nous avons été missionnés en début 2020, juste avant le confinement, en fait, le tout premier confinement, par la ville de Plaisir pour l'accompagner dans sa démarche d'adaptation au changement climatique et en particulier sur les aspects biodiversité tels que le disait Madame Morin. Donc, on réalise 2 études en parallèle dont je vais vous parler. Le fameux ABC, Atlas de la biodiversité communale, ainsi qu'un plan de gestion. Alors, je vais mettre en partage mon écran. Normalement, ça fonctionne. On l'a testé tout à l'heure. Donc, vous devriez voir mon montage PowerPoint. Voilà. Et voilà.
Donc, l'adaptation au changement climatique pour la ville de Plaisir, comme pour toutes les autres collectivités de France et de par le monde, hein, ça signifie beaucoup de choses, pas mal d'enjeux, des enjeux que je peux rappeler ici, notamment des enjeux environnementaux. Lutter contre l'érosion accélérée de la biodiversité. Bon, c'est un mot que nous, écologues, on utilise depuis maintenant une trentaine d'années. C'est un mot qu'on utilise presque tous les jours avec nos clients. Alors, écologique travaille avec les collectivités, mais aussi avec des entreprises, hein, parce que la biodiversité, de nos jours, elle est particulièrement regardée à la loupe par ce qu'on appelle l'autorité environnementale. En gros, entre guillemets, la police de l'environnement, hein, qui met son nez dans tout type de projet, que ce soit projet de collectivité ou projet d'entreprise. Donc, cette érosion accélérée de la biodiversité est avérée. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que sixième extinction des espèces, ce n'est pas très précis, ça fait plus de 30 ans qu'on se rend compte que chaque année, eh bien, il y a 2 à 3 espèces animales, végétales confondues qui disparaissent toutes les 20 minutes. Un élément de comparaison, il faut toujours pouvoir comparer les chiffres, sinon ça ne sert à rien de les donner. Cet élément de comparaison, c'est que le rythme naturel de l'érosion de la biodiversité, c'est de 1 espèce par an. Donc, voilà, quand on parle de sixième extinction, c'est juste une réalité que nous, on constate sur le terrain lorsque l'on fait des inventaires de la faune et de la flore. Vous ne le savez peut-être pas, mais le moineau est classé vulnérable. Il est en voie d'extinction. Alors, c'est particulier peut-être parce qu'on voit beaucoup de moineaux dans nos villes, mais finalement, quand on fait les inventaires et quand on fait un dénombrement de ces espèces, on se rend compte qu'en termes d'individus, ils ne sont pas si nombreux que ça. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour permettre à une population de rester en équilibre et de perdurer. Ça, c'est un aspect. Alors, c'est la spécialité du bureau d'études écologiques, hein, le cœur de métier, c'est la biodiversité. Et puis, on va utiliser cette biodiversité végétale d'abord pour recréer une biodiversité animale, mais aussi pour lutter contre ces fameux îlots de chaleur urbains. Je pense que tout le monde a remarqué hein, ces périodes de canicule en juillet-août. Il fait très, 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 très chaud et nos villes ne sont pas forcément équipées ou aménagées pour lutter contre cette chaleur. Alors, l'idée, c'est de créer des îlots de fraîcheur. J'ai envie de dire qu'à Plaisir, vous êtes quand même plutôt bien lotis par rapport à d'autres villes. Hein. Plaisir est très verte. Il y a quand même des zones où ça manque encore de végétal et cette chaleur caniculaire peut se faire vivement ressentir. Alors, on a un autre problème aussi qui est la gestion des eaux pluviales, avec des obligations réglementaires hein, de nos jours qui sont pour tout le monde, de collectivités et secteur privé, de gérer les eaux pluviales à la parcelle. C'est comme si on venait vous dire, vous particulier, que maintenant vos eaux pluviales, vous les gérez dans votre jardin, quoi. Forcément, il faut trouver des solutions. Et tout ça pour lutter contre le risque inondation qui est de plus en plus malheureusement fréquent avec ce changement climatique. Hein. J'ai ouï dire il y a quelques années, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'est assez récent, qu'on considère aujourd'hui que les pluies centennales pourraient devenir décennales et les décennales pourraient devenir annuelles. Il faut se préparer, quoi. Nos espaces verts peuvent nous le permettre. On parle de l'eau, on parle de l'air aussi, hein, l'eau, l'air, la vie. Donc, la qualité de l'air, c'est très important. On entend souvent parler de pics de pollution liés aux émissions de particules fines. Le végétal peut filtrer aussi ces particules fines dans une certaine quantité. Alors qu'à un moment, il faut s'interroger sur le rapport végétal-particules fines, sur la capacité qu'aura le végétal à absorber ou à fixer ces particules fines pour assainir notre air. Améliorer aussi la qualité des sols, peut-être même carrément les reconstruire, nos sols, puisqu'ils sont en piteux état, malheureusement. Quand vous avez des problèmes sur des plantes dans votre jardin, souvent, c'est parce que votre sol est mal équilibré, il n'est pas assez nutritif ou il a un pH qui ne correspond pas à votre plante. Donc, les sols ont beaucoup été remaniés et aujourd'hui, c'est un petit peu la base de l'écologie quand même, le sol. Assurer la disponibilité de la ressource en eau aussi, on parle des eaux pluviales, mais on parle aussi des eaux potables, donc la potabilité des eaux. Là aussi, l'utilisation du végétal pour de l'épuration d'eau usée, par exemple, ou pour simplement maintenir une ressource disponible à proximité de soi. Et puis enfin, les déchets. Il paraîtrait que les Français produisent trop de déchets.
Vous avez certainement vu cette pub de par le passé, une pub de l'ADEME qui montrait une espèce de gros monstre constitué de déchets, disant qu'un Français produit plus de 500 kilos de déchets par an, c'est énorme. Voilà, ça aussi c'est un enjeu important parce que les déchets sont aussi des polluants. Prendre tous ces enjeux en même temps, c'est la logique même, puisque ces différents enjeux sont en interrelation. Tout ça, c'est linéaire finalement. Tout ça se touche. C'est un cycle. Maintenant, par où commencer? La ville de Plaisir a choisi de commencer par la biodiversité. Et on verra après l'ABC pour une question de connaissance de cette biodiversité. Alors, j'ai parlé d'enjeux environnementaux, il y a aussi évidemment des enjeux sociaux, le bien-être en ville, le bien vivre en ville. J'irais peut-être prendre le dernier point tout de suite, le mieux vivre en ville, eu égard à ce changement climatique. Le bien vivre alimentaire aussi. On parle de plus en plus d'une agriculture biologique ou d'une agroécologie et aussi d'une agriculture de proximité pour réduire les trajets, les transports de ce qui va se retrouver à un moment ou à un autre dans notre assiette. Plus il y a de transport et plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un enjeu fort aussi à ce niveau-là. L'implication des habitants, on en reparlera tout à l'heure aussi. Certains habitants de Plaisir participent déjà au fleurissement de la ville. C'est le passeport fleurissement de la ville. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On donnera quelques chiffres. Et puis, l'éducation à l'environnement, c'est… voilà, à un moment, il faut expliquer aux gens, il faut les emmener. Ça peut commencer par l'école. Dans les programmes de l'éducation nationale, il me semble que depuis quelques années, on a l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et depuis un petit moment, enfin en tout cas, de ce que j'en connais, depuis que je suis actif dans l'écologie, une bonne trentaine d'années, il y a des jardins qui se développent dans les écoles. On y va tout doucement, on y va sûrement, et on voit qu'on est en train de prendre un virage par rapport à ces approches-là, et on mêle finalement les enjeux environnementaux, ces enjeux sociaux. Quand je dis impliquer les habitants, c'est les impliquer dans la ville verte ou durable de demain. C'est malheureusement aujourd'hui pas la collectivité seule qui pourra faire tout ce travail d'adaptation au changement climatique. Il faut qu'on y aille tous ensemble. Il y a les enjeux économiques aussi. En 2017, les collectivités n'avaient plus le droit de traiter chimiquement l'espace public. C'est ce qu'on a appelé le zéro phyto. Tant mieux parce que ces molécules, malheureusement, elles sont dangereuses pour la santé, elles sont dangereuses pour les écosystèmes au travers des pollutions de l'air, des pollutions de l'eau. Il y a beaucoup d'espèces animales, végétales qui sont impactées. Bon, le végétal, c'est un petit peu voulu, mais l'animal, beaucoup moins. Et contrairement à ce qu'on dit, ces produits qui étaient utilisés étaient bel et bien en circulation dans les chaînes alimentaires et contaminaient les animaux aussi. Donc, quand on est passé au zéro phyto, ça a induit une surcharge de travail parce que mettre en œuvre des techniques alternatives pour le désherbage de nos rues sans produits chimiques, eh bien, j'ai envie de dire, c'est un petit peu douloureux dans la mesure où c'est chronophage, ça demande beaucoup de temps. Et puis, c'est de l'énergie, c'est de l'huile de coude et c'est du matériel aussi à adapter. Bon, on a le matériel, on a les bras à mettre derrière, mais il faut y passer du temps. Et puis il y a aussi les espaces verts à entretenir. Donc, il faut trouver une solution pour optimiser le temps de travail des agents. Et ça, c'est ce qu'on va appeler par la suite la gestion différenciée des espaces verts. Optimiser les coûts d'intervention, intervention en termes d'investissement et de fonctionnement. Quand on optimise les coûts, par exemple, de déplacement des agents, vous voyez, aujourd'hui, le gasoil, l'essence, ça coûte cher. Ça coûte cher, ça émet aussi des particules fines et des gaz à effet de serre. Donc, d'une part, il y a un aspect économique, mais il y a aussi un réel aspect écologique à mieux réfléchir les interventions des agents au travers de la ville. Et puis, il faut aussi, de nos jours, anticiper les coûts climatiques. Qui sait si demain, dans un an, dans 2 ans, on n'aurait pas une nouvelle inondation ou un gros coup de vent. Je ne parlerai pas de tsunami, c'est peut-être un petit peu fort, mais ça cause des dégâts. Donc, aujourd'hui, même les assureurs s'y mettent.
commence à reconnaître l'utilité de l'environnement, de la nature en tant qu'outil de gestion de ces dérèglements climatiques. Bon, c'est dit comme ça, c'est pas parfaitement dit, mais on comprend bien où ils veulent en venir. Il faut aussi que les collectivités prévoient des enveloppes budgétaires pour prévoir à ces catastrophes entre guillemets climatiques. Du coup, j'en arrive à la réponse de plaisir, une réponse qui, dans un premier temps, est particulièrement orientée biodiversité. C'est un choix, hein, un choix délibéré, un choix affiché. Pourquoi la biodiversité quand on parle d'inondation? Parce que cette biodiversité rend ce qu'on appelle des services écosystémiques et que beaucoup d'inondations pourraient être évitées si on recomposait nos paysages correctement, comme il y a un certain nombre de décennies, avec du bocage, avec des arbres. Je dis souvent, planter des arbres, il faut planter des arbres. Planter des arbres, c'est de la biodiversité, c'est aussi assainir l'air, c'est aussi mieux gérer les eaux pluviales, c'est apporter de l'ombre. Donc, on est dans une démarche dite de permaculture, finalement, où un thème permet d'aborder plusieurs objectifs et apporte différentes solutions. L'arbre, c'est le climat, c'est la biodiversité, c'est le nourricier aussi si vous plantez un arbre fruitier. La première chose à faire, donc, au niveau de la ville de plaisir, ça a été de se poser un certain nombre de questions sur vos espaces verts, qui ne sont pas les miens, j'habite moi à Lens. Donc, se poser des questions sur les espaces verts et sur la façon dont ils sont entretenus et comment on peut les optimiser, les aggrader pour favoriser la biodiversité et de fait ensuite profiter de ces services écosystémiques. Mais comme partout, avant de bien faire, il faut connaître. Et donc, la connaissance, aujourd'hui, elle passe par ce qu'on appelle un ABC, un atlas de la biodiversité communale. Il faut savoir qu'on a un organisme qui s'appelle l'Office français de la biodiversité qui, chaque année, lance un appel à candidature auprès des collectivités pour les doter d'une subvention afin de réaliser cet atlas de la biodiversité communale. Une fois qu'on a la connaissance de cette biodiversité, alors ça prend du temps, hein. On a commencé, nous, écologiques, en 2020, il me semble, au moment du premier déconfinement, voilà, mai ou juin, avec des difficultés liées à la météo. Quand il pleut, c'est pas la peine d'aller sur le terrain. Quand il fait canicule, c'est pareil. Les animaux, on les voit pas trop. Donc voilà, c'est un ABC qui a été réalisé un petit peu dans la douleur, Covid, météo capricieuse, parfois extrême. Mais voilà, tout doucement, on y arrive, quoi. On a un certain nombre de données. Et cet ABC, il n'est pas terminé, il se poursuit en 2020 sur les sites de l'année dernière et sur des nouveaux sites. J'en reparlerai très rapidement après. Ensuite, l'idée, ça va être de conserver et de créer des habitats naturels. Si vous voulez accueillir la biodiversité animale et végétale de votre jardin, il faut commencer par recréer la maison. Nous, on ne dit pas maison, en écologie, on dit un habitat naturel. C'est le gîte et le couvert, en quelque sorte, hein, qu'il faut apporter à cette biodiversité. Si vous utilisez des végétaux exotiques, vous aurez beaucoup moins d'espèces animales qui viendront que si vous aviez favorisé des végétaux locaux, ceux que l'on peut retrouver dans nos prairies naturelles. Une fois qu'on a recréé ces habitats naturels, il faut les gérer. Gérer cette biodiversité, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, de finaliser là avec le service espaces verts de la ville. C'est ce qu'on appelle le plan de gestion différencié des espaces verts et de nature. Mon intitulé là en rouge, il n'est pas complet, mais peu importe, je vous le donne comme ça à l'oral. Donc, le plan de gestion différencié des espaces verts et de nature, pour venir compenser un petit peu cet entretien imposé par la loi depuis 2017, cet entretien en zéro phyto, mais aussi pour favoriser la biodiversité, pour diversifier ce que j'appellerais l'offre d'espaces verts en ville, l'offre entre guillemets évidemment, mais aujourd'hui on a besoin d'espaces verts pour accueillir le public, on a besoin d'espaces verts pour accueillir la biodiversité aussi. Donc, il faut mener une étude pour comprendre comment tout cela fonctionne, comment vous, Plaisir Roi, vous utilisez vos espaces verts, comment la nature utilise ses espaces verts et de nature, et ainsi de suite. Donc, c'est le plan de gestion différencié. Je rentre un petit peu dans le détail dans quelques minutes. Et puis, il va être question aussi de connecter ces réservoirs de biodiversité, des réservoirs qui existent,
ou des réservoirs qu'on va favoriser, qu'on va créer ou qu'on va favoriser. Alors, je parlais d'aménagement, mais parfois, il suffit simplement de changer de mode d'entretien pour créer un réservoir de biodiversité. Passer d'une pelouse tondue régulièrement une fois par mois et qui est proche du désert biologique à une prairie en ne pratiquant qu'une fauche annuelle, c'est relativement simple. Il faut juste l'équipement qui va bien. La prairie, vous n'allez pas la faucher avec une tondeuse, hein. Il vous faut une barre de coupe. Mais en termes de biodiversité, la prairie est je dirais peut-être 100 fois plus intéressante, même si 100 fois, ce n'est pas vraiment le chiffre. C'est quand même, d'un point de vue écologique, beaucoup plus intéressant. D'un point de vue économique, c'est moins de passage. D'un point de vue climat, c'est moins de passage, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. Enfin, vous voyez, c'est une chaîne de conséquences, en fait, sur laquelle on est en train de travailler. Et une fois qu'on a ces réservoirs biodiversité qui sont fonctionnels, ben, il faut les connecter. Parce que les espèces, elles ont besoin les individus des différentes espèces ont besoin de se rencontrer pour pratiquer ce qu'on appelle un brassage génétique. Sinon, on en arrive à la dérive génétique, c'est la consanguinité, ça existe bel et bien chez les animaux. On la connaît, hein, chez l'être humain. La consanguinité existe aussi chez les animaux et chez les plantes. Donc, pour lutter contre, il faut connecter nos réservoirs de biodiversité, c'est ce qu'on appelle la trame verte et bleue, à un niveau assez large et au niveau un petit peu plus local, au niveau d'un quartier, par exemple, on pourra dire corridor écologique. Alors, l'Atlas de la biodiversité communale, il y a un certain nombre de sites qui ont été sélectionnés et répartis sur 2020-2021. Alors, comme ça, rapidement, vous avez le bois Sainte-Apolline, vous avez le parc Bouillot, le bois de la Crâne, le parc du Château, le parc de l'Hôtel de Ville, le parc de la Croix du Sud. Vous voyez, un certain nombre de parcs comme ça qui constituent une ossature forte aux espaces verts de la ville. Il y a la Châtaigneraie aussi. Et puis, on a ajouté des axes, axes RD 30 et RD 58, axes rue de la Gare, avenue Marc-Laurent, rue Calmette, rue Régnier et avenue du Pressoir. Heureusement que j'avais noté tous ces noms parce que je les aurais oubliés sinon. On a ajouté ces axes justement dans la logique de trame verte et bleue. Diapo suivante, donc petite vue sur les premiers résultats de cet atlas de la biodiversité communale. Alors, vous avez des espèces qui sont protégées à plaisir. Le bois joli ou Daphné méséréon, c'est protégé chez vous dans les Yvelines, hein. Chez moi, ça ne l'est pas. Les statuts de protection, ils peuvent être régionaux, départementaux, régionaux, nationaux, communautaires, c'est-à-dire européens, voire internationaux. Là, on est sur du statut avec le bois joli qui est plutôt départemental. Et puis Pactis céléborine, c'est une orchidée. Une orchidée, somme toute, assez commune, mais qui, sans pour autant être protégée, est considérée comme patrimoniale, parce qu'elle n'est pas si commune que cela. Ensuite, vous avez des oiseaux, c'est peut-être étonnant de voir le chardonneret élégant en tant qu'espèce protégée, mais quand je vous ai dit que le moineau était en voie d'extinction, après ça, je pense que plus rien ne nous étonne. D'autres espèces d'oiseaux bien connues sont protégées, les mésanges par exemple, hein. Vous avez du chevalier guignette aussi, un limicole qui vit sur les vases, qui va se nourrir dans la vase, donc qui va aimer les marais, les zones humides, qui est relativement rare quand même. Donc, c'est intéressant de le trouver comme ça en ville. À côté de ces espèces protégées, il y a aussi des espèces beaucoup plus communes, hein. Évidemment, vous allez retrouver de l'ortie un petit peu partout, de la pâquerette, du coquelicot, etc. Enfin, je force un petit peu le trait, mais c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, avec les biotopes ordinaires, qui sont tout aussi importants parce que il y a 20 ans de ça, la biodiversité qu'on qualifiait d'ordinaire a mal évolué pour aujourd'hui devenir une biodiversité remarquable ou protégée. Donc, on a constaté quand même une dégradation dans des populations animales et végétales sur les 20-30 dernières années qui sont assez catastrophiques. Et une des raisons à ça, c'est ce qu'on voit en dessous, les espèces dites exotiques et envahissantes. La balsamine de l'Himalaya qu'on trouve à plaisir, le sumac de Virginie, certains l'ont peut-être dans leur jardin, sont des plantes qui sont qualifiées d'invasives, des plantes ornementales, des plantes qui ne sont pas de chez nous finalement et qui, lorsqu'elles sont plantées dans nos jardins, publics ou privés, se plaisent tellement bien qu'elles finissent par envahir les espaces naturels, prendre la place d'espèces végétales locales et donc faire disparaître des espèces animales locales.
Donc, vous voyez, c'est la logique de chaîne alimentaire, au final, qu'il faut pouvoir respecter en venant gérer ces espèces exotiques envahissantes. Et ce n'est pas une mince affaire, hein. Les collectivités ont beaucoup, beaucoup de difficultés parce que c'est un gros, gros travail. Au bas mot, il faut 2-3 ans pour se débarrasser d'une espèce en étant vigilant, j'ai envie de dire, chaque mois de l'année, quoi, hein. Donc, gros, gros travail et grosse inquiétude vis-à-vis de la biodiversité locale. Les données qui sont recueillies, elles sont analysées et puis elles sont restituées sous forme de tableaux. Alors, l'analyse, vous retrouvez le nom scientifique, évidemment, parce que ça, nous, on n'a pas le choix en tant que professionnels. Ce sont des dossiers qui vont aussi pouvoir être utilisés par des scientifiques. Donc, on doit utiliser le nom scientifique, on rappelle le nom vernaculaire, et puis ensuite, ce sont les statuts de protection, liste rouge française, liste rouge en Île-de-France, l'indice de rareté, la protection nationale, la convention de Berne, convention de Bonn, la CITES niveau international, et puis les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui ne sont pas réglementaires, elles, mais qui servent beaucoup à classer des espaces naturels. Une fois qu'on a ces tableaux, on a une lecture sur la sensibilité des espaces verts et naturels que l'on a. Et du coup, on sait mieux comment entretenir ces espaces pour favoriser ces différentes espèces. Alors, parfois, il nous faut faire des choix. Hein. C'est compliqué de faire un choix entre une espèce, un oiseau qui vit dans un arbre et qui, par ses déjections, tue une orchidée comme un sabot de Vénus qui vit au pied de ce même arbre. On élimine l'oiseau ou on laisse l'oiseau au risque de perdre l'orchidée. Enfin, voilà, on a des choix à faire en tant qu'écologue et nos choix sont orientés par justement ces degrés de rareté. On a les tableaux ici pour les oiseaux. Dans l'Atlas, il y a aussi des tableaux qui concernent les plantes, les mammifères, les chauves-souris en particulier, qui sont toutes protégées chez nous, hein. Les insectes et ainsi de suite, hein. Pratiquement tous les taxons que l'on rencontre dans le cadre de cet atlas sont mentionnés dans le document. J'ai utilisé le terme de taxon, excusez-moi, taxon c'est une famille, un genre, une série d'espèces animales et végétales ou végétales. Alors, je disais maintenant qu'on a connaissance, on peut mieux régler, on a comme des curseurs qui viennent nous permettre de venir régler au mieux, ajuster au mieux l'entretien de nos espaces verts. C'est le plan de gestion différencié qui passe par un état des lieux. C'est la connaissance, encore une fois, que sont ces espaces verts. Moi, quand j'arrive à Plaisir, alors que je vis à Lens et que je travaille à Lille, je ne connais pas les espaces verts. Donc, il faut que j'en fasse connaissance pour pouvoir ensuite donner des conseils. C'est un petit peu logique quand même. Sinon, je serais un escroc, je ferais mal mon travail. En tout cas, je me nourris, moi, de ce constat et je dresse un état zéro des espaces verts en dressant leurs caractéristiques basées sur des fonctions, des usages. Je dresse aussi un état zéro des modalités d'entretien de ces espaces verts, les hauteurs de tonte, les fréquences de tonte, est-ce qu'il y a de la fauche de prairie, et ainsi de suite. On regarde aussi quels sont les moyens disponibles. Et puis, on va extraire de notre analyse les atouts et les contraintes de ces espaces verts. Ensuite, on définit avec les agents, les élus, c'est assez concerté quand même, hein, à ce niveau-là, en termes techniques, je vais dire, on définit les objectifs d'entretien à partir desquels on va pouvoir mettre en place une codification des espaces verts. On va ranger les espaces verts dans des lots qui seront définis par le degré de fleurissement, le degré de soins à apporter ou le degré de biodiversité. Tout ça, on peut le représenter ensuite au travers de ce qu'on appelle un système d'information géographique. Donc, c'est une cartographie qui est mise en place. Je vous montrerai rapidement au travers d'une planche à quoi ça ressemble. C'est un boulot énorme à mettre en place, mais une fois que la ville est dotée de ce SIG, elle a un vrai outil de pilotage de l'entretien de ces espaces verts. On a réalisé des planches actions, donc ça c'est en cours de finalisation, pour proposer des projections d'aménagement et d'entretien sur un certain nombre des espaces verts de la ville. Et puis, la dernière étape de ce plan de gestion, c'est de mettre en place un suivi et une évaluation de la démarche. C'est comme pour tout. Si on veut savoir si on fait bien les choses, eh bien, il faut les évaluer. Donc, on va accompagner le service espace vert à la mise en place de ces outils de suivi et à la réalisation de l'évaluation. Les objectifs sont les mêmes que ceux que j'ai présentés
précédemment, il n'y a pas de mystère, on parle toujours d'environnement, de social et d'économique. Ce sont les trois sphères du développement durable, hein, pour être un petit peu pompeux, puisqu'on en parle depuis pas mal de temps aussi. Pour certains, ça ne veut rien dire, ça ne ressemble à rien. Nous, on a un fondement concret quand même avec ce plan de gestion différenciée et le travail qu'on fait autour de la biodiversité, puisqu'au niveau social, on parle aussi de biodiversité alimentaire. Ça, c'est important. Vous avez peut-être entendu parler de la permaculture. C'est quelque chose qui, à mon avis, va se développer dans les mois, les années qui viennent, les années qui viennent, qui va se développer de plus en plus vite. Alors, je parlais d'une codification de ces espaces verts pour avoir une meilleure lecture de ce qui se fait, de ce qu'il faut faire. Alors, de ce qu'il se fait, une lecture de la part, de votre part, vous, habitants. Quand vous voyez un espace vert, il faut avoir un minimum d'informations pour comprendre pourquoi il est entretenu de telle ou telle façon. C'est aussi pour les agents qui doivent s'approprier cette nouvelle forme de gestion, ce plan de gestion dans lequel on parle plus de biodiversité que jadis. Encore aujourd'hui, hein, on parle énormément d'espaces verts horticoles, de fleurissement, au détriment parfois de la biodiversité. Donc, au travers de cette codification, nous, on parle d'ambiance, on vient clarifier les interventions et un petit peu clarifier, d'un point de vue communication, ce qu'est cette gestion différenciée. Donc, une ambiance fleurie, c'est là où il y a le plus de soins. Qui dit plus de soins dit plus de dépenses. Ce sont aussi des espaces qui sont fréquentés. On peut y classer aussi les terrains de sport, hein, qui demandent beaucoup de soins. Ensuite, on va avoir des espaces à ambiance végétale, des espaces qui vont demander un certain niveau d'entretien, mais beaucoup moins que précédemment, dans lesquels la nature sera un petit peu plus libre, mais comme on reçoit du public, il faut sécuriser et il faut permettre à ce public de développer ses usages, ses activités. Ce sont des espaces de nature et de loisirs et de nature. Et une dernière ambiance, l'ambiance champêtre, qui, elle, va correspondre vraiment aux espaces naturels, où le jardinier est censé intervenir très très peu, voire pas du tout, en tout cas pas forcément tous les ans. Donc vous voyez, l'entretien, il est comme ça gradué en fonction de ces différentes ambiances. Dans notre commune, on est sur 4 ambiances, parfois 5, ici, à Plaisir. Il a été logique, en discutant aussi avec le service espace vert, de ne définir que 3 ambiances, parce que ça suffit. Ces ambiances sont assez représentatives. En créer d'autres, ça serait compliqué la démarche. On a une lecture relativement simple, pas simpliste, mais simple. Tant qu'à faire, quand on peut enlever de la complexité, c'est mieux. Et c'est ce qui va permettre justement aux jardiniers de se repérer sur le terrain, avec l'aide aussi de l'outil cartographique qui va leur être remis. Il est déjà mis en place, cet outil cartographique. Maintenant, il faut qu'on fasse une passation auprès des jardiniers. Justement, voici donc un exemple de cartographie. Vous avez sur la gauche de l'écran la cartographie qui représente la gestion actuelle. C'est un travail qui est fait, un gros travail de terrain et ensuite de numérisation sur un logiciel. Alors, nous, on utilise un logiciel qui est gratuit, qui est accessible à tous. Encore faut-il savoir l'utiliser, c'est particulièrement complexe. Ça s'appelle QGIS. Cartographie donc de la gestion actuelle. Et puis, le projet de gestion différenciée, en fait, c'est la cartographie d'objectifs d'entretien à 1 an, 2 ans, 3 ans. On va dire plutôt court, moyen et long terme, puisqu'on se projette dans le temps avec une démarche qui se veut être dans l'amélioration continue et progressive, en emmenant, si possible, les habitants dans le sillage. Je parlais de trame verte tout à l'heure, c'est complètement complémentaire au plan de gestion, à l'atlas de la biodiversité. D'ailleurs, quand je parlais du bois Sainte-Apolline, bois de la Crâne, parc du Château, etc., vous retrouvez ici les centres névralgiques de la biodiversité, hein, les gros réservoirs de biodiversité. Soit, on voit quand même que si on se contente de ça, ils sont isolés et il y a un terme, après un certain nombre de décennies, on peut avoir de la consanguinité. Donc, il faut les connecter avec d'autres espaces sur la ville de Plaisir et à l'extérieur de la ville de Plaisir.
Donc, c'est la trame verte et bleue qui est en cours de réalisation. La réflexion a été posée et il y a des plantations qui vont commencer bientôt. Enfin, si vous voulez des détails, peut-être que M. Remer pourra vous les donner, mais en tout cas, c'est une démarche qui va vraiment dans le sens de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique, parce que quand on parle de trame verte et bleue, souvent on pense aux haies champêtres, aux arbres d'alignement, donc l'utilisation de l'arbre qui est aussi vitale dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on parle de piège à carbone. Des expériences en cours sur votre ville aussi, le parc Bouillot, le parc des 4 saisons, avec des pelouses qui sont tondues, on va dire régulièrement, 11 passages par an. Alors, ce n'est pas énorme, 11 passages par an. Hein. Dans certaines communes, on en voit jusqu'à 21. On peut s'interroger, pourquoi 21 passages? C'est énorme. 11 passages, ça doit répondre aux usages, ça doit répondre à un enjeu écologique, ça doit répondre aussi à un enjeu de gestion d'eau pluviale et ainsi de suite. Donc, voilà. Après, on se laisse la possibilité de faire 1 ou 2 passages supplémentaires s'il y a besoin. Mais généralement, 11 passages sur des parcs de cet ordre-là, c'est assez suffisant. Une autre partie est broyée, c'est-à-dire qu'on laisse pousser et puis 3 ou 4 fois par an, on passe avec un gyrobroyeur et on broie tout. Donc, vous avez des herbes hautes qui vont aller de 50 à 100 cm de hauteur, qui, plutôt que d'être fauchés, seront broyés. Ce n'est pas l'idéal, mais l'idéal écologique, c'est la fauche. Hein. Faucher cette herbe haute et l'évacuer. L'une des étapes intermédiaires, c'est de passer à un broyage, de passer d'abord de la pelouse à une prairie qui sera broyée et puis progressivement d'en arriver à de la fauche tardive, parce que il faut aussi adapter le matériel. Et quand on n'a pas tout le matériel, c'est une question de budget. Et les budgets, ça se prévoit. Et c'est un calcul à faire. Donc, ce sont des budgets qui s'inscrivent dans le court terme, hein, de toute façon. Mais voilà, c'est une question d'adaptation aussi du matériel. J'ai envie de dire des agents qui n'ont pas forcément eu dans leur carrière l'occasion, le plaisir même de faire de la prairie fleurie ou de la prairie de fauche naturelle. On a de l'éco-pâturage aussi qui est en cours sur le parc du Château. Comme un peu partout, l'épaillages sur massifs floraux, comme un peu partout, c'est-à-dire dans beaucoup de collectivités françaises. Hein. Et puis du fleurissement, un fleurissement qui devient de plus en plus durable et désirable, comme j'aime l'appeler. Plantation d'un massif, par exemple, sur l'îlot du Caris. J'en reviens aux études pour vous présenter des échéances comme ça. Alors, hier, on a formé les agents. On a passé une journée, j'ai passé une journée avec les agents pour leur présenter le plan de gestion et aller sur le terrain avec eux au parc du Château pour faire de la lecture de paysage et voir les évolutions qui vont s'imposer à eux. Le rendu final du plan de gestion, j'ai écrit septembre 2021, c'est un rendu qu'on va faire en fait la semaine prochaine au service espace vert. Et puis, on fera une présentation du plan de gestion auprès des élus. Bon, j'ai inscrit moi-même de mon propre chef septembre 2021, mais je pense qu'à partir de septembre, ce sera plus juste. Ensuite, le rendu final de l'ABC, l'ABC, on va le conduire, nous, jusqu'au mois de novembre-décembre. En fait, on couvre les 4 saisons pour faire nos inventaires de la faune et de la flore. Donc, on aura une restitution plutôt au mois de décembre 2021. La poursuite de l'ABC avec les habitants qui en seront volontaires parce qu'ils seront intéressés, comme ceux par exemple qui sont connectés aujourd'hui. On parlera après d'inventaire participatif. Vous verrez que vous pouvez très facilement participer à la connaissance de cette biodiversité. On parle de fleurissement durable, désirable et participatif aussi. Vous pouvez vous impliquer au travers du permis de végétaliser, des projets de permaculture. Alors, Verdissons nos murs, c'est le verdissement de façade, c'est une campagne d'action qu'on avait développée il y a quelques années sur l'île avec des habitants. Ça marchait très, très bien. Embellissons nos quartiers, c'est une terminologie qui a été reprise sur la ville de Rennes, où il était question de planter des arbustes fruitiers, des aromates ou des fleurs sur son trottoir, au pied de son mur de maison. Donc, impliquer les habitants, le fleurissement spontané qui peut être accepté, qui peut être géré. Le permis de végétaliser, à plaisir, c'est 8 candidats et une école.
Il y a le jardin partagé des peupliers. Alors, quand je parle de permaculture, c'est ça aussi. Jardin partagé, ça va dans ce sens. Projet Minette, rue Visconti, des projets ou un projet de plate-bande de fleurs du vieux village. Une naissance, un arbre, temps fort quand même, ça c'est assez intéressant en termes de communication. Faisons le plaisir, notre jardin, c'est déjà un beau jardin, votre ville, et on peut encore aller plus loin pour la biodiversité, donc c'est très sympa. Aller plus loin pour la biodiversité, j'ai envie de dire à vous de jouer. Et voici des inventaires dits participatifs qui sont très facilement accessibles sur Internet. Vous allez sur cette adresse mail, c'est le Muséum national d'histoire naturelle, avec les observatoires Viginature, parmi lesquels on va trouver, je vais citer les principaux, enfin, excusez-moi, c'est ceux que j'utilise le plus. Donc j'oriente un peu en fait la présentation. Sauvage de Maru, ce sont ces plantes que malheureusement on appelle les mauvaises herbes, vous savez. Hein, au passage, mauvaise herbe, ça vient d'un terme du Moyen-Âge qui est malherbes, les malherbes, les herbes qu'on utilisait pour soigner le mal. C'est devenu mauvaise herbe grâce à Monsanto, Bayer et autres fabricants de pesticides. Vous comprendrez pourquoi, j'imagine. Hein. Donc, ces plantes qui poussent sur nos trottoirs, ces sauvages de Vauru, eh bien, on les recense grâce à un certain nombre de planches qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les prendre en photo aussi pour envoyer tout cela au Muséum d'histoire naturelle. Toutes les informations, vous les retrouverez sur le site. Hein. Speedball, ça c'est très intéressant aussi pour ceux qui aiment la photographie, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. Vous photographiez les insectes que vous avez sur les fleurs chez vous, à proximité de chez vous, dans les espaces verts de votre ville. Et puis ces photos, vous les envoyez ensuite au Muséum d'histoire naturelle. En fait, à chaque fois, vos données, vous les envoyez au Muséum d'histoire naturelle. Ce sera pareil pour Propage. Propage, c'est le protocole papillon gestionnaire. Donc, si vous avez des papillons, si vous observez des papillons, allez sur le site, téléchargez les planches photos. Enfin, ce sont des planches sur lesquelles on a les papillons pris en photo, étalés, qui vous sont proposés et qui vous permettront de les reconnaître quand ils se poseront sur vos fleurs de jardin. Et je m'arrêterai à Florilège. Florilège, c'est le recensement des fleurs de prairies urbaines, notamment de ces prairies, si on peut les appeler comme ça, qui poussent au pied des arbres d'alignement. Là aussi, on peut en faire des photos et puis les envoyer au musée. Alors, vous constatez que vous avez la possibilité, vous, sans être professionnel, de participer à un travail d'écologue, quoi, finalement. Alors, soyez rassurés, vous ne me piquez pas mon travail, puisque j'en ai déjà beaucoup. Mais si vous participez comme ça à ce genre d'initiative, d'inventaire participatif, vous m'aiderez dans la mesure où ces données qui sont reversées au Muséum d'histoire naturelle sont ensuite versées dans des bases de données que nous, écologues, nous utilisons pour enrichir nos données de terrain. Donc, c'est un travail qu'on peut mener ensemble, quoi, finalement. Cette connaissance de la biodiversité sur votre vie, c'est vraiment un travail qu'on peut mener de front, tous ensemble. Je vous donne aussi des outils naturalistes qui sont vraiment fantastiques. On en a rêvé pendant plus de 20 ans. Le Shazam des oiseaux, où vous avez un enregistreur sonore là, qui enregistre cet oiseau et ensuite il vous donne le nom de l'oiseau. On l'a attendu longtemps et il est sorti, il s'appelle Birdnet. C'est gratuit, entièrement gratuit et c'est fantastique. Vous pouvez l'installer sur votre smartphone. Et là, effectivement, vous ferez du boulot de pro parce que c'est quand même assez juste hein, dans la reconnaissance. Nous qui connaissons, enfin, moi personnellement, certains chants d'oiseaux, ma collègue qui connaît presque tous les chants d'oiseaux, on est ravis de cet outil parce que ça permet de démocratiser l'écoute des oiseaux et de vous permettre à vous, qui n'êtes pas des spécialistes dans ce domaine, d'accéder aussi à cette découverte. C'est un vrai plaisir. Donc, n'hésitez pas, allez-y, je vous y invite vivement. Télécharger Birdnet, c'est très facile d'utilisation et c'est fantastique. Et puis, vous avez un autre outil qui s'appelle PlanteNet, qui, lui, vous permettra, toujours à partir de votre smartphone, de prendre une plante en photo et il va vous identifier la photo. Bon, là, il y a quelques erreurs quand vous prenez une feuille en photo et que cette feuille ressemble à 3 ou 4 plantes différentes. Forcément, l'application va avoir un petit peu de mal.
Je vous ai mis ici, alors je ne sais pas comment vous pourrez accéder ensuite à ce montage, peut-être que la ville pourra le mettre en ligne ou en tout cas donner ses adresses Internet si vous voulez approfondir le sujet des ABC, de la biodiversité en ville, de la nature en ville et de la gestion différenciée. Je vous ai répertorié un certain nombre de sites Internet qui sont intéressants et sur lesquels vous allez trouver aussi énormément de ressources. Donc voilà, il y a des belles promenades à faire aussi sur Internet. Et enfin, entretien différencié, gestion écologique, fauche tardive, la communication sur site avec des panneaux. Ici, on a affaire à une aquarelle qu'on a fait faire par un artiste, qu'on a ensuite scannée, numérisée pour la fournir aux collectivités avec lesquelles on travaille. Et puis, avec un outil informatique de retouche photographique, on peut mettre le slogan que l'on veut. Donc, un jour, vous verrez sur vos espaces verts moins d'herbes coupées, nature préservée. Voilà, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. En même temps, je ne voulais pas prendre trop de temps non plus. Donc, je vous laisse la parole à vos questions. Merci Monsieur Caron. Donc effectivement, on va laisser la possibilité de poser des questions. Vous le voyez, chers plaisirois, chers auditeurs, l'idée est de faire de vous des ambassadeurs aussi. Vous avez montré votre intérêt en vous connectant ce soir. Il y a peut-être encore beaucoup de choses qui vont vous rester inconnues. Et comme vous l'a dit Monsieur Caron, l'inventaire n'est pas terminé. Donc, on sera amené à refaire une présentation sûrement pour que vous ayez l'occasion de découvrir encore d'autres espèces. On a cité ce soir quelques éléments de faune et de flore qui sont particuliers, qui sont propres à plaisir, et c'est tant mieux. Mais donc, vous avez la possibilité, vous aussi, au travers de vos balades à plaisir, de le découvrir. Alors, je laisse Monsieur Caron. Alors, on a quelques questions là déjà. Oui, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions. Oui, je voulais juste faire une parenthèse. Je vais saluer Madame Satre qui est présente et Monsieur Raisons est présent aussi. Madame Satre est élue, tout comme moi, à la municipalité. Elle est en charge de la biodiversité. Oh, très bien. Voilà, nous avons vraiment à cœur de pouvoir préserver ces aspects. Et je la salue. Elle a eu l'occasion d'animer ce matin auprès d'une école, de co-animer une fresque du climat. Génial. Dans le cadre de la fête de la nature. J'invite ceux qui nous écoutent peut-être à retourner sur le programme des animations qui est proposé par la ville, car samedi, il y a 2 ateliers de la fresque de la biodiversité. Voilà. Ateliers qui sont d'une découverte de tout l'environnement et qui permettent de comprendre les enjeux tels que vous avez pu les évoquer. Mais donc, revenons aux questions des plaisirois. Alors, FMO qui demande des conseils pour la tonte des jardins privés. Que conseillez-vous sur la tonte des jardins privés? Première partie de la question. La deuxième partie, c'est une partie de zone verte de plaisir est composée de jardins. D'accord. Alors, pour les jardins privés, il y a une question qui parle de sécheresse ensuite par rapport aux arbres. C'est pareil, nos pelouses souffrent autant de la sécheresse. Il y a une chose assez simple que vous pouvez faire dans vos jardins, c'est de relever la barre de coupe. Il n'y a pas besoin de tondre à 2-3 cm, ça fait green de golf. Et plus vous allez tondre à ras, et plus votre pelouse va souffrir de la sécheresse. Il y a une étude scientifique bretonne qui est sortie il y a une dizaine d'années, sur laquelle je me suis pas mal appuyé pour les pelouses, qui démontre qu'il y a un rapport assez étroit entre la hauteur du brin d'herbe et son enracinement. À 3 cm de hauteur de brin d'herbe, vous avez 3 cm d'enracinement, ce qui est relativement peu. Et il faut savoir que quand il fait 35 degrés, c'est 1 cm de sol qui se dessèche. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 jours, c'est tout le système racinaire de l'herbe qui est dans un état de sécheresse. Si par contre, alors, ils ont dû s'amuser à vérifier en fonction des hauteurs de tonte ce que ça donnait en termes d'enracinement, et arrivé à 7-8 cm de tonte, on se rend compte qu'on dépasse un enracinement supérieur à 12 cm. Et là, votre gazon devient beaucoup plus autonome vis-à-vis de cette sécheresse. Et en tout cas,
même s'il jaunit, première pluie, il reverdit. Donc, c'est peut-être le premier conseil que je vous donnerai. Après, donner des conseils comme ça sur un mode d'entretien, sans voir de photos, sans voir le jardin, ce n'est pas évident. Mais dans les grandes généralités, il y a ça, il y a remonter la hauteur de coupe. Et en remontant cette hauteur de coupe aussi, vous allez favoriser l'apparition de fleurs, de petites fleurs, pâquerettes, pissenlits, etc. Vous aurez peut-être remarqué que ces plantes se sont habituées aussi à la lame de votre tondeuse, puisque quand vous avez commencé à tondre, il y avait des pâquerettes avec des tiges relativement longues. Et quelques années plus tard, les pâquerettes, elles n'ont plus de tiges, mais elles font encore des fleurs sans tiges. Voilà, c'est une adaptation toute simple, hein, enfin toute simple, au gré des générations, de la plante à ce facteur négatif qui tend à la faire disparaître, qui est la tonte, quoi. Deuxième question, dans les forêts, beaucoup d'arbres souffrent de la sécheresse. Alors, il n'y a pas que dans les forêts, hein, c'est tous les arbres qui souffrent de la sécheresse. Qu'en est-il pour la forêt de Sainte-Apolline? Ma foi, on n'a pas examiné les arbres suffisamment pour pouvoir vous donner des informations précises sur l'impact de cette sécheresse sur ces arbres. Mais il y a fort à parier qu'il y ait un certain nombre d'arbres qui aient déjà souffert de cette sécheresse. Il y a aussi là des études qui montrent que les systèmes circulatoires, donc les vaisseaux dits xylème et phloème, hein, qui permettent la circulation de la sève, une étude a montré que ces vaisseaux, à cause de la sécheresse, tendent à se rétracter, à devenir de plus en plus fins. Et les arbres ont des difficultés à se nourrir, ils ont des difficultés circulatoires, quoi. Donc, c'est un petit peu malheureusement généralisé. Quel organisme gère cette forêt? Je ne saurais pas vous dire. On peut poser la question à Emmanuel Remer, Madame Morin. Oui, la forêt de Sainte-Apolline est une forêt départementale. Donc, à partir de le département qui gère, avec bien sûr l'ONF, mais il y a un travail en synergie, une collaboration avec nos services aussi. Mais donc, c'est effectivement une gestion départementale. Merci. Suite de la question, en fait, c'est une autre question de la même personne. Quelles sont les réactions des agents travaillant dans les jardins à vos propositions en faveur de la biodiversité? Écoutez, je ne les connais pas personnellement. Je les ai vus hier, toute la journée. On a fait une formation. Et ma foi, l'accueil a été plutôt positif. Moi, j'ai passé un bon moment avec eux. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de questions posées, beaucoup de remarques positives, négatives, mais en tout cas constructives. On a affaire à des jardiniers qui se posent des questions, qui s'interrogent et qui nous disent, ouais, il y a 10 ans, on nous disait qu'il fallait éliminer ces plantes hautes, ces herbes hautes, et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut les laisser. Donc, bon, voilà, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui a eu l'habitude de tondre ras pendant 20 ou 30 ans, quelqu'un à qui on demande aujourd'hui de faire des prairies de fauche. Mais globalement, l'accueil est plutôt positif. Maintenant, il s'agit pour eux de s'approprier le plan de gestion. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, qu'on a commencé à mettre en place hier avec la première journée de formation et qui va se faire dans le cours du temps, dans les prochains mois. À mon avis, ils seront au top à partir de 2022 pour les questions de biodiversité. Beaucoup de déchets sont jetés n'importe où. Alors, n'importe où, y compris dans la nature. Comment lutter contre cela? Alors là, je n'ai pas de réponse, je n'en sais rien. Je parlerai aussi d'éjections canines et je suis le premier à en souffrir quand je vais dans les espaces verts et les espaces naturels, parce que même en espace naturel, on a des déchets et des déjections canines. Mais quelle solution? À mon avis, ça fait 40-50 ans qu'on y travaille et c'est compliqué. Alors, Madame Morin, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? C'est un constat effectivement qui est malheureux sur certaines zones. Donc, ça passe avant tout par de la pédagogie. Alors, un minimum de répression, bon, c'est vraiment pas le sujet ce soir, mais il y a une lutte contre ces déchets qui passe encore une fois par une éducation, commencer très jeune auprès des enfants et de la population. Mais bon, je préfère que vous vous concentriez sur une réponse sur le choix des espèces végétales. Oui.
Alors, Donc, les déchets, bon, non, c'est un sujet qui est difficile, les déchets. il faut que, voilà, à la Voilà. fois chacun Ouais. soit responsable Malheureusement, on n'en est et pas là. agisse. En fait, la ville accompagne toutes les bonnes initiatives, toutes les initiatives visant à un ramassage. D'abord, nos agents, nous avons des équipes en charge du ramassage. Durant la fête de la nature, nous avons Plaisir en transition, l'association qui mène encore une nouvelle fois une opération zéro déchet. Donc ça, c'est super parce que c'est une grande campagne à la fois active et de sensibilisation. Donc, c'est une préoccupation dont nous sommes bien conscients, mais chacun est acteur, encore une fois. Merci Madame Morin. Alors effectivement, question sur les palettes végétales, le choix des espèces végétales qui sont semées ou qui sont plantées. Il y a une réflexion qui est en cours, hein, effectivement. Nous, quand on travaille dans ce type d'accompagnement, la mise en place d'un plan de gestion, on propose aussi des palettes végétales en concentrant le choix sur les variétés locales qui sont rustiques, donc qui normalement sont adaptées au climat local. Le problème, c'est que avec ce changement climatique, on ne sait pas trop où on va. Parce qu'à certains endroits, effectivement, on a des périodes de sécheresse prolongées. À d'autres endroits, on a des inondations. Et parfois, après les sécheresses, on a des fortes pluies. Alors là, ça devient vraiment compliqué pour choisir une palette qui soit à la fois adaptée à une forte sécheresse et à des fortes pluies. Enfin, ça n'existe pas vraiment. Donc, pour le moment, on est encore un petit peu dans un flou, mais le travail est là. On est vraiment en train de sélectionner les espèces qui se comportent le mieux sur les espaces verts. On fait un suivi en fait des palettes végétales que l'on propose pour, dans quelques mois, quelques années, finir par sélectionner des palettes qui tiennent vraiment la route par rapport à ce changement climatique. La donne, elle est difficile parce qu'on ne sait pas vraiment ce que va être ce changement climatique. Donc, ma foi, voilà, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, mais en tout cas, on y travaille depuis un petit moment déjà et on propose d'ores et déjà des variétés qui changent de ce que vous avez l'habitude de voir, qui sont ces jolies variétés horticoles qui demandent beaucoup de soins, beaucoup d'eau aussi. Donc, ouais, la question est très importante. Et beaucoup de villes se posent la question en termes de fleurissement au niveau du concours des villes et villages fleuris. C'est d'ailleurs un critère qui est pris en compte pour obtenir des fleurs dans ce C'est concours. ça. Oui. C'est économie d'eau. Voilà. Oui, d'ailleurs, je me permets d'intervenir. Vous avez montré une entrée de ville où le panneau de plaisir apparaît avec une seule fleur. C'était donc un ancien panneau puisque nous avons eu la deuxième fleur au cours de l'année de 2020. Et j'abonde dans le sens de ce que vous disiez. Le comité de ville et villages fleuris attache une importance sur l'aspect esthétique du fleurissement, mais aussi sur son respect de l'environnement, sur le fait d'avoir des plantes peu gourmandes en eau. C'est déjà quelque chose qui est mis en place à plaisir. Vous ne voyez pas des jardinières de plantes qui nécessiteraient un arrosage trop fréquent. C'est vraiment une pérennité d'une année sur l'autre et un peu de consommation d'eau qui va être privilégiée. Je continue donc Gazon. avec la suite de la question. Le mini jardin botanique près du château, qui est en mauvais état. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être plutôt à la ville de répondre à cette question. C'est un terrain-ville, donc Madame Morin, vous avez Alors, quelque chose à dire pour ce sur type de jardin? Peut-être le utile de permettre aux personnes intéressées d'améliorer leurs connaissances en termes botaniques. Donc, l'idée d'un jardin pédagogique, quoi, finalement. Oui, alors c'est le mini jardin. Nous avons un verger qui a été implanté dans le parc du. Je ne sais pas si Monsieur Romer, vous vouliez apporter une précision? Non. Oui, bah, je vais, je vais essayer d'apporter une précision. En effet, je pense, au vu de la question, qu'il s'agit du petit jardin près des communs du château, là sous le C'est tilleul, ça? qui Mhm. en fait était un jardin des senteurs, enfin qui est un jardin des senteurs,
sur lequel effectivement nous avons quelques soucis de dégradation, je dirais, pour rester convenable, mais aussi de biodiversité, puisqu'en l'occurrence, il y a des animaux qui s'en régalent. Donc, effectivement, on a quelques difficultés par moment pour arriver à le maintenir dans le meilleur état possible. Mais il ne faut pas oublier que les plantes vivent et qu'elles elles ne présentent pas forcément un aspect exceptionnel tout au long de la période de l'année. En fonction des saisons, elles sont plus ou moins jolies à voir et à apprécier. La période que nous abordons va pouvoir permettre justement de présenter des végétaux avec un meilleur aspect. Merci pour ces précisions. Voilà. Et deux questions encore. Comment laisser de la place au public et à la biodiversité? Parfois, l'affluence est tellement importante que cela ne laisse plus tellement de place à la nature. Ah oui, surtout depuis le déconfinement. Attention, on n'est pas tout à fait déconfiné. Il y a encore un couvre-feu à 21h. Donc, effectivement, c'est l'objet de la gestion différenciée, quoi, finalement. Je n'ai peut-être pas assez insisté sur cet aspect-là, parce qu'on a axé quand même le discours sur la biodiversité. Mais quand on parle de gestion différenciée, l'idée, c'est de prendre connaissance des usages qui sont faits par les habitants, les riverains, de la fréquentation aussi, pour adapter l'entretien, ces usages et cette fréquentation. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas de place pour la biodiversité, on ne mettra pas de biodiversité, parce qu'au final, la biodiversité, elle se situe d'abord dans le végétal. Donc, il suffit, entre guillemets, il suffit pas de le dire, hein, il faut le faire après, mais en favorisant des variétés végétales locales, on est déjà dans la biodiversité favorisée, maintenue ou restaurée. Ensuite, c'est une question d'entretien des lieux. Vous allez voir apparaître des herbes hautes, si ce n'est pas déjà le cas sur la ville de Plaisir, dans des parcs. C'est ça, oui. Mais il y a aussi l'équilibre justement trouvé par rapport à ce besoin d'air, de nature que vous exprimez, que l'on exprime tous de toute façon. La gestion différenciée n'est pas une gestion écologique pure. Je suis écologue, je fais des plans de gestion écologique où l'objectif principal, c'est la biodiversité, point. Le public, ça sera après, on verra. On va sacraliser sur un plan de gestion écologique. On ne fait pas ça ou pas entièrement ça avec un plan de gestion différenciée. Les espaces seront sacralisés en étant malgré tout ouverts au public, mais dans certaines conditions. Donc, on va peut-être matérialiser le chemin simplement avec un trait de tonte dans une prairie naturelle. Les boisements, on va sécuriser les abords des cheminements qui vous sont proposés, mais on va maintenir aussi des pelouses qui vous permettront d'aller prendre un bain de soleil ou vous rafraîchir ou aller faire un pique-nique ou fatiguer les enfants. C'est vraiment ça, c'est l'objet même de la gestion différenciée. Donc, ça, c'est l'adaptation aujourd'hui que nous avons mis en place. Ouais. Je me permets de situer votre propos. Dans le parc des 4 saisons, typiquement, nous savons qu'il y a des zones qui sont très fréquentées par des familles ou bien des buttes qui permettent de s'installer pour un pique-nique ou une bronzette. Et clairement, ces zones-là vont bénéficier de zones de tonte. Alors, des tontes hautes, mais malgré tout, il y a des zones accessibles. Et j'entends parfois des critiques sur les herbes hautes compte tenu des tiques qu'il peut y avoir. Et on ne vous proposera pas, sauf si vous êtes bien équipé, on ne vous imposera pas en tout cas de traverser ces herbes hautes. Il y a clairement des zones qui seront réservées, qui seront préservées pour les usages de jeux, de pratiques de pique-nique ou bien de sieste au soleil, en herbe. Voilà, donc ça répond à ce besoin de cohabitation d'une nature en ville. Et c'est pour ça qu'on a mis en place la codification, donc les 3 ambiances qui viennent définir les fonctions de ces espaces, fonction d'accueil du public, fonction d'accueil de la biodiversité, fonction de gestion des eaux pluviales et ainsi de suite, fonction récréative avec des aires de jeu pour enfants. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objet du plan de gestion. Là. Une dernière question, de la même personne toujours. Vous avez parlé de trame verte et bleue, mais pas de la trame noire. Alors, ouais, c'est vrai que
on est plus axé sur la trame verte et bleue dans notre discours, mais évidemment, la trame noire, alors ici à Lille, on en parle depuis 20-25 ans avec le CARL, le club astronomique de la région lilloise, qui très rapidement nous a parlé de la pollution lumineuse. Et donc, oui, c'est vrai, la trame noire aussi, c'est quelque chose à travailler. Alors en ville, après, c'est jouer sur l'éclairage public de nuit. Il y a des solutions. Dans le cadre de ce plan de gestion différenciée, on s'est, nous, concentré sur les espaces verts. Donc, on n'a pas pris en compte l'éclairage nocturne. Et donc, on n'a pas abordé la notion de trame noire, mais c'est effectivement une orientation aussi que pratiquement toutes les villes françaises prennent. Et je vous confirme que ça fait partie aussi des réflexions à moyen terme sur la ville de Plaisir. Alors, encore des messages. Voilà, oui, je vois qu'il est 20h10, il ne faut pas que… Une petite… Alors, attendez, là, rapidement, un gazon ombre ne pousse pas. Que faire? Il faut de la lumière. Vous avez résumé la chose. À l'ombre, il a du mal à pousser, il y a de la mousse, il n'y a pas assez de lumière, on ne peut pas faire la photosynthèse. Il faut une éclaircie. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Même le gazon en plaque, en plus, il faut du temps aussi pour qu'il prenne. Emmanuel a peut-être des idées aussi, là, qui est spécialiste. Le conseil individuel… Le conseil individuel n'est pas forcément très, très simple. Non, ce n'est pas évident, mais là, typiquement, quand une pelouse est à l'ombre, voilà. Alors, il y a des mélanges de gazon spécial ombre, mais bon, je suis assez dubitatif. J'aurais tendance plutôt à conseiller d'envisager des végétaux couvre-sol. Ça peut être des arbustes, ça peut être des herbacées, enfin voilà. Par contre, il y a une question un petit peu plus bas qui est très intéressante concernant l'idée de fermer certaines travées dans le bois du parc du château pour favoriser la biodiversité. Effectivement, c'est une réflexion qu'on est actuellement en train de mener pour justement, et ça rebondit aussi sur une question précédente, pour concernant la protection de la biodiversité et éviter les dérangements trop fréquents de la part des visiteurs. Alors, une petite proposition, végétaliser davantage le cimetière au niveau des allées. Alors moi, je trouve ça franchement génial qu'un habitant propose ça. C'est vrai. Parce qu'on travaille beaucoup sur les cimetières écologiques. Et notre approche, c'est d'enherber les cimetières. C'est beaucoup plus simple en termes d'entretien, beaucoup plus, je dirais, ergonomique aussi. On a le matériel. C'est plus simple que de faire du désherbage à la flamme qui émet énormément de gaz à effet de serre ou de venir désherber avec des binettes, des râteaux, etc., qui usent les agents. Et c'est l'avenir du cimetière, l'enherbement. Il y a de plus en plus de cimetières qui sont enherbés. Alors après, il y a des variantes. Certains cimetières sont complètement enherbés, d'autres sont enherbés avec du fleurissement, d'autres sont en partie enherbés. Les allées secondaires vont être enherbées, les allées principales maintenues en minéral parce que voilà, c'est un choix qui est fait, quoi. Mais on évolue dans les cimetières sur de plus en plus de naturalité, si je peux l'exprimer comme ça. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces réponses. Je remercie les Plaisirois, les auditeurs pour toutes leurs questions. J'espère qu'on vous a donné envie de prolonger l'interrogation. On compte sur vous, encore une fois, pour être des ambassadeurs. Des ambassadeurs sur la ville par rapport et sur l'ensemble de notre territoire sur la nécessité de préserver cet environnement. Aujourd'hui, donc, la ville travaille beaucoup avec le département, notamment, pour pouvoir intervenir et financer certaines actions. Vous verrez que dans Plaisir, beaucoup de choses évoluent. Nous allons planter des arbres, on en parlait, ça a tout un bénéfice. Il y a toute une orchestration au long de l'année 2021. J'associe donc encore mes collègues élus qui sont présents, qui sont sur l'environnement et les autres, parce qu'en fait, nous avons vraiment une démarche transverse. Et je remercie effectivement les agents des espaces verts qui aujourd'hui changent leur façon de faire. On vient un petit peu modifier leur quotidien.
Monsieur Caron, je vous remercie pour toutes ces explications. On a Merci à vous. plaisir à pouvoir entendre cette présentation et à découvrir un certain nombre d'espèces qui sont donc à préserver. Et on se donne rendez-vous pour une autre étape avec encore plus de précision sur la faune et la flore à découvrir. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent et donc je vous souhaite une bonne fête de la nature et une bonne soirée.